La Knesset a voté in extremis la loi concernant les dédommagements de la guerre avec l'Iran. Et si vous vous demandez pourquoi Netanyahou a tellement rencontré Trump, ce n'est pas seulement pour des raisons politiques, mais c'est aussi économique, regardez tout de suite l'émission. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est économiste et chaque semaine, il nous parle de ce qui l'a intéressé et de ce qui a intéressé aussi les économistes dans la presse économique israélienne. On est ravis de l'accueillir ce matin, on a beaucoup de sujets à voir. Daniel Guggenheim, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors on va commencer par un sujet que nous avions évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire les dédommagements dus aux Israéliens en raison de la guerre avec l'Iran. On n'était pas sûr que ça allait être voté vu la démission du président de la commission des finances. Qu'en est-il cette semaine? Tout à fait. Cette semaine, donc, la Knesset, in extremis, de lundi soir, a voté cette loi-là qui permet le dédommagement de ce qui s'est passé face à l'Iran, ce qu'on appelle Abkelavi, le lionceau. Et donc, je vais donner en gros de quoi il s'agit. D'abord, concernant les indépendants, les sociétés, c'est la chose suivante. S'il y a une baisse de 25% du chiffre d'affaires sur un mois, ou bien 12,5% sur 2 mois. Pourquoi? Chaque mois dans les 2 mois, il y a des gens qui payent la TVA chaque mois, puis il y en a qui payent les plus petits tous les 2 mois seulement. Donc chacun selon son chiffre d'affaires et selon sa situation sera indemnisé. Ils ont pris comme base 2023 pour pouvoir également ne pas avoir ce qu'il y a eu l'année dernière pendant la guerre, pour vraiment dédommager ce qu'il faut de pareil une année normale. Et ils ont même prévu le cas où il y a des gens qui commencent qu'en 2023. Dans ce cas-là, on va faire seulement la moyenne mensuelle de leur chiffre d'affaires et on va voir ce qu'ils ont perdu au mois de juin. Ils ont prévu aussi, vous allez me dire, mais il y a des gens qui payent pas de TVA, ce qu'on appelle Osegzaïr en hébreu, ça veut dire des tout petites entreprises. Oui. Ils ont même pensé à eux, depuis 1833 shekels à 4000 shekels, ça dépend de ce qu'ils ont comme chiffre d'affaires. Donc, ça aussi, ils pourront faire. Ce qui est très intéressant de dire, le fisc a dit, à partir du moment où les gens auront déclaré leur TVA, ce qu'ils ont dû faire depuis la semaine dernière, et eux, ils s'engagent à très rapidement payer. Ils doivent ouvrir cette semaine normalement ce qu'on appelle le site qui permettra de faire justement de faire cette demande de dédommagement. Donc ils se sont engagés également à rembourser très rapidement quelques jours après que la demande soit faite. Donc il faudra suivre ça, mais c'est une bonne nouvelle pour les gens à ce niveau-là. Donc maintenant également, ça c'était pour les entreprises. D'ailleurs, je veux dire à ce sujet-là, si quelqu'un il se dit après 1 mois, 2 mois, oh j'ai oublié de faire ma demande, on lui permettra même 3 mois après que le site a été ouvert. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Également quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, c'est les salariés. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors c'était une grande discussion. Les grandes entreprises ont cédé sur le fait que les entreprises grandes, ça veut dire qu'ils ont plus de 400 millions de shekels de chiffre d'affaires, ont cédé sur le fait qu'ils ne sont pas indemnisés pour permettre l'indemnisation des employés. Ça a été un très très beau geste de leur part, et ce qui fait que les employés, à partir du moment où ils auraient été 10 jours ne pas travailler, ce qui est la plupart des gens, ils ont été payés quand même. Ils vont être payés dans ce qu'on appelle le chelat. Comme vous avez au moment du corona, comme on a eu dans le moment de la guerre, c'est le même principe. Et donc ils seront payés par l'État directement sur les jours où ils auraient perdu, que l'entreprise ne peut pas les payer. Donc ça a été également arrangé. Enfin, dernière chose qui n'a pas de rapport avec ça, mais je vais le dire aussi parce que ça concerne beaucoup de gens, pour les transports publics. Il y a des gens aussi qui ont ce qu'on appelle chofshi chochi, ça veut dire qu'ils payent au mois, et un solde au mois, ou bien il y a des gens même à l'année, etc. Et donc ces gens-là, ils ont dit, nous pendant 10 jours, 12 jours, on n'a pas pu voyager. Ces gens-là aussi pourront être indemnisés. Ils ont pensé à tout, quoi. Ils ont pensé à tout, mais ça, c'est le ministère du Transport, soit des réductions sur le prochain, chacun comment il voudra faire, mais ils seront indemnisés sur cette période-là. Ok, bon, ça c'est une info importante. Alors il y a une autre information. On sait que notre bourse est au top. On en a parlé plusieurs fois. On parle de nous. Il y a des articles vantant l'économie israélienne un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler d'un nouvel acteur économique. C'est une plateforme digitale en fait qui va permettre de faire des prêts hypothécaires. Alors pour acheter des biens, évidemment.
en Israël, mais aussi à l'étranger. Et c'est en ça que réside la grande nouveauté. Oui, tout à fait. Monsieur Eran Wolf, qui était le PDG de Mimouni Achir, c'est-à-dire celui qui finance directement, c'était une entreprise justement extra-bancaire de financement, on connaît ça pour les voitures et d'autres choses, a décidé donc de se lancer dans cette aventure d'hypothécaires, de boîtes hypothécaires qui sont extra-bancaires, comme vous venez de le préciser. Et donc, depuis avril, il avait la permission de le faire, mais il l'a récolté simplement maintenant. C'est seulement maintenant, c'est ces quelques jours qu'il a pu récolter de l'argent, 100 millions de shekels que par exemple Migdal a accepté de donner. Ça veut dire qu'il croit en ce projet-là. Comme vous l'avez dit, ce projet est innovant sur deux choses. D'abord, il permettra, d'après ce qu'il dit, très rapidement de donner des mashkantot, des prêts hypothécaires. Vous savez, quand quelqu'un va demander dans une banque, et ça peut durer des jours et des jours. J'ai entendu souvent même, on te donnera pas de réponse avant un mois, etc. Et ils envoient des experts, etc. Ils disent, il n'y aura pas d'experts, il n'y aura pas de choses comme ça. On pourra le faire, bien sûr, pour acheter comme vous avez dit, en Israël ou même à l'étranger, on parlait tout de suite. Et donc, ils diront, nous, on s'engage à ce que ça soit très rapide. On a fait un modèle algorithmique pour savoir exactement si cette personne-là pourra payer suivant ça. Et donc, ils diront, nous, on s'engage rapide. On ne veut pas les gens qui d'habitude sont écartés des banques parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Il y a des gens ils vont sur les extra-bancaires parce que les banques disent, suivant la note que vous avez, je peux pas vous prêter, la Banque d'Israël ne me permet pas. Et là, ça fait plus cher. Eux, ils disent non. Et ils disent que même, ils visent justement des gens qui n'ont pas des mauvaises notes. Ils visent des gens qui veulent rapidement avoir leur mashkantaot et qui en ont marre de la bureaucratie. Et donc, ça, c'est un premier plan. Je ne connais pas ça. J'ai essayé de m'enseigner, j'ai pas vu, quel sera le prix du prêt, parce que évidemment, c'est ça qui compte. Le taux du prêt. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans les banques, les taux fixes, c'est entre 5 et 6%. Il faut voir qu'est-ce qu'il donnera par rapport à ça. Et donc, ça, je sais pas, si je saurais une phrase, je le dirais. Et une autre chose qui est intéressante, donc c'est la deuxième chose, et c'est très innovant. Les Israéliens sont très intéressés ces derniers temps à acheter en Grèce et à Chypre de l'immobilier. Et donc, il a vu ça, il a vu ce trend-là, et il a dit, moi, je permettrais qu'à partir du moment où on hypothéquera à cette société-là, l'appartement, je donnerais jusqu'à 50% en mashkanta à partir de 50 000 euros, d'accord? Je donnerais 50% de la valeur de l'appartement. Si par exemple ça vaut 200 000 euros, donc je serais d'accord de financer jusqu'à 100 000 euros. Et donc, ce serait intéressant puisque c'est une nouveauté, puisque jusqu'à maintenant, jamais une banque en Israël ou même une société extra-bancaire d'accepter de prendre l'hypothèque d'un bien qui n'était pas en Israël. Bien sûr. Donc là, c'est ça qui est nouveau. Alors évidemment, il y aura forcément beaucoup d'Israéliens qui vont être intéressés. Donc Loanwise, c'est important de rappeler le nom de cette société. Vous pouvez taper sur Internet et vous renseigner. On continue avec une compagnie d'assurance financière, apparemment qui a été achetée 1 milliard de shekels par la société Phoenix. Dites-moi, ça rapporte, Daniel, de travailler dans les assurances? Souvent, on me demande quels sont les métiers en Israël où on peut s'enrichir rapidement. Apparemment. Et apparemment, il y en a un, ça a été un article que j'ai vu dans Globe cette semaine, très intéressant, sur le métier d'assureur, d'agent d'assurance, mais encore une fois, pas sur l'assurance assurance élémentaire qu'on appelle. Sur des produits financiers. Mais sur les produits financiers. Et particulièrement sur les retraites. Et donc. Combien gagne un assureur par hasard? Alors, justement, je vais donner des chiffres immédiatement, puisque justement, c'est très intéressant. Il y en a même, pour répondre en une seconde, le titre là-bas, c'était en 2 heures, vous gagnez 6 000 shekels. C'est pas tout le monde. Mais, ça veut dire que ça peut arriver. Point de vue économique, on s'est posé la question, comment ça se fait qu'encore il y a des agents d'assurance, alors que il y a le système digital dont on vient d'ailleurs de parler pour la société de prêt hypothécaire, que maintenant, on aurait pensé que les gens directement aillent sur les assurances pour faire leur retraite et peut-être qu'ils auraient coté moins cher. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de possibilités de placement, il y a beaucoup de fonds, il faut connaître, donc c'est plus facile d'avoir un professionnel. Tout à fait. Ça veut dire que les gens sentent qu'ils se sachent pas assez sûrs pour décider ce qui est bien pour leur retraite. Et je pense qu'ils ont des raisons d'ailleurs, ils ont besoin de quelqu'un d'humain. Et donc, le système en Israël, c'est que les assureurs sont payés par les compagnies d'assurance sur les retraites qui viennent. Et il y a bien sûr de la concurrence entre les assureurs pour amener sur sa compagnie à elle, ils reçoivent pour ça de l'argent de la part de la compagnie. Et donc,
Ce qui est intéressant, donc, puisque d'abord au nom de combien il y aurait d'agents d'assurance, j'ai vu, il y a à peu près 2000 qui y aurait 2000. Je parle pas seulement d'agents, je parle pas de physique homme mais je parle de boîtes qui font de l'assurance financière. On en parle de 2000. Il y a discussion sur les chiffres exacts. Il y a eu à peu près 100 grosses sociétés qui ont été rachetées depuis 2019. C'est quelque chose qui est très intéressant. Mais 1 milliard de shekels, c'est quand même pas mal. Alors, justement, d'abord, on considère que d'où vient leur argent? Leur argent vient des commissions qu'ils reçoivent des compagnies d'assurance sur des commissions fixes, des commissions il y a plusieurs sortes de commissions qu'ils reçoivent. Et alors, quand on les rachète, ou leur valeur, c'est 3 fois les commissions annuelles. On te dit combien tu as reçu, par exemple, 1 million, ben moi je t'achète 3 millions. Il y en a qui se font 5 millions par an, il y en a 14%, et de eux, parmi 2000 que j'ai dit, et cela, c'est 5 millions, ça fait 15 millions de shekels. Il y a les très très grosses boîtes, comme on a vu ici. Donc c'est très important on a remarqué que le bénéfice de ces compagnies d'assurance financière, encore une fois, par rapport au chiffre d'affaires, est de 40% presque. Ça veut dire c'est incroyable. D'habitude, si vous faites la différence entre un bénéfice et le chiffre d'affaires est beaucoup moins important dans toutes les sociétés, dans tous les secteurs, dans toutes les boîtes. Et d'arriver jusqu'à 40%, ça veut dire vraiment c'est un secteur qui est très 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 intéressant à voir. Et sûrement là-bas, ils travaillent. Bien entendu, il faut le dire, il y a pas tout le monde qui gagne ces sommes-là. Il y en a qui travaillent comme aux débutants là-bas. Enfin, pour ceux qui les gagnent, voilà, exactement, c'est très très intéressant. Voilà. Alors on va finir cette semaine avec le fameux voyage de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. On sait qu'il a rencontré Trump plusieurs fois. Et là, scoop, Daniel sait pourquoi. Oui. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tout le monde se demande. D'abord, comme il est marqué dans la tradition, il faut donner les sources. Alors, c'était une information exclusive de ce qu'on appelle en hébreu Arutz 14, c'est-à-dire la chaîne 14, qui a souvent des bons renseignements et qui est assez proche du pouvoir pour justement ce qu'ils disent. Alors, généralement, c'est quelque chose qui est fondé. Et alors, ils ont dit la chose suivante, que la vraie raison pour laquelle Netanyahou, comme vous l'avez dit, a tellement rencontré Trump, ce qui est très rare, 3 fois pendant la même semaine lorsqu'il était là, c'est surtout pour une raison économique. De quoi il s'agit? Ils ont mis un plan en place. Un plan en place. Trump a une phobie de la Chine, on le sait tous, et il pense que c'est ça le plus grand adversaire, en tout cas commercial, des États-Unis pendant les prochaines années. Et son idée est justement de faire monter en puissance la grande rivale du Pacifique de l'Asie, de la Chine, c'est-à-dire l'Inde. L'Inde d'ailleurs, dont la population a dépassé celle de la Chine, qui est une des premières puissances mondiales, je crois 4e, et après les États-Unis et la Chine, et on pense que dans les prochaines années, même elle pourra les dépasser. Et donc, son plan est la chose suivante, que Israël soit le pont entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre l'Inde et l'Europe et même les États-Unis, que les marchandises, y compris du Moyen-Orient, c'est-à-dire Arabie Saoudite et les Émirats et tout ça, tous ces endroits-là, participeraient à ça. C'est des centaines de milliards de dollars que gagnerait Israël, qui transiterait par Israël. D'un autre côté, ça fait concurrence à ce qu'on appelle le chemin de la soie ou autre que la Chine avait fait depuis ces dernières années, même par l'Afrique en achetant des ports, qu'elle avait $1 trillion, elle avait investi là-dedans, et donc il veut par ce moyen-là, il veut court-circuiter et faire en même temps énormément gagner Israël sur ce point-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça changera non seulement l'économie d'Israël, bien sûr l'économie mondiale. Et bien sûr, ça dépendra aussi de la fin de la guerre à Gaza. C'est pour ça que ils veulent mettre ça en place quand on sait ou pas. Ils disent que s'il y a l'armistice si ça s'arrête la guerre à Gaza, ça sera quelque chose de très très rapide. À mon avis, ça serait quelque chose dont on verra seulement en 2026. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux apporter à part cette information? C'est mon petit grain de sel, comme on dit. Bien sûr, Daniel, on compte sur vous. Est-ce que je vois, point de vue de ce que fait Israël, en économie ou pratiquement des choses qui viendraient accréditer cette thèse? Et je peux dire que oui. D'abord, par exemple, Israël, il y a une concurrence entre la Chine et l'Inde pour acheter les ports en Israël. Et récemment, un monsieur Adani, enfin il y a 2-3 ans, un monsieur Adani, qui est un des plus grands riches d'affaires indiens,
Israélien a acheté le port de Haïfa. Donc, c'est vrai que l'Inde, déjà, a mis ses jalons dans les ports israéliens comme une partie de cette stratégie, bien que c'était déjà avant Trump, c'était du temps de Biden, mais déjà, Israël voulait aider l'Inde. Il faut dire que, je fais jamais politique ici, mais il faut le reconnaître, que le lendemain des attentats du 7 octobre, et depuis, l'Inde, systématiquement est pour Israël. Donc, il a montré par rapport à la Chine qui aurait soutenu l'Iran. L'Inde a choisi son camp. L'Inde a choisi son camp aussi. Donc, c'est aussi une des preuves qu'on voit de ce rapprochement économique entre Israël et l'Inde. Et au contraire, concernant ce qui se passe en Chine, je dis pas que les Chinois n'interviennent pas dans l'économie israélienne. On voit qu'ils essaient toujours d'avoir ce qu'on appelle les michazim, d'avoir les appels d'offres, etc. Mais il y a un certain blocage. D'ailleurs, les États-Unis, souvent, bloquent Israël pour les bus et autre chose. On bloqué Israël pour l'achat de choses en Chine. Donc, on voit qu'Israël, comme vous dites aussi, a choisi son camp. Donc, je crois que cette stratégie qui existe, on y voit déjà quelques fermements. Bon, quelques précisions en tout cas. Merci pour ça. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.